Bonjour à toutes, bonjour à tous. Retrouvez dans un instant une rencontre avec Luba Jorgenson à la librairie Ombre Blanche vendredi 9 juin 2023. L'écrivaine, traductrice et maîtresse de conférences en littérature russe à Paris 4 Sorbonne y évoquait ses traductions de l'œuvre de Vassili Grossman, rééditée chez Kalman Levy, ainsi que son propre livre « Quand nous nous sommes réveillés », publié aux éditions Verdier, dans lequel Luba Jorgenson interroge images de rêves, fragments de souvenirs, extraits de textes littéraires et réflexions pour dire le choc que l'attaque contre l'Ukraine produit sur le corps de l'Europe et sur une vie comme la sienne marquée par l'exil hors de l'URSS. La rencontre était animée par Natacha Laurent, maîtresse de conférences à l'université Toulouse-Jean Jaurès. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là pour accueillir Luba Jorgenson pour deux événements différents, mais qui en même temps dialoguent de façon très intime. D'abord, un retour sur l'œuvre considérable de Vassili Grossman avec des nouvelles traductions, avec des nouvelles éditions dont Luba va nous parler. Et puis un livre qu'elle vient de rédiger qui, moi, m'a bouleversée, qui est un livre absolument magnifique qui s'appelle « Quand nous nous sommes réveillés ». Donc on va d'abord commencer par Grossman et puis ensuite on passera sur cette nuit du 24 février. Deux mots pour présenter Luba Jorgenson, qui est une habituée d'Ombre Blanche, mais je vais dire deux mots quand même, Luba, pour te présenter. Écrivaine, traductrice, professeure des universités à Paris-Sorbonne, spécialiste de la littérature concentrationnaire, des violences soviétiques, on va dire, au sens large, et vice-présidente de Mémorial France, mais qui va, Mémorial, on va dire, Mémorial international, mais enfin je sais pas. Non, Mémorial France, c'est une association qui s'est créée. Voilà, je commence par expliquer. Qui s'est créée en 2020 pour venir en aide à l'association russe Mémorial International, qui espérait, grâce à la multiplication de ses antennes à l'étranger, pouvoir échapper justement à cette dénomination infamante d'agent de l'étranger, parce que quand on est une association internationale, a priori, on ne peut pas être agent de l'étranger, mais ça n'a posé malheureusement aucun problème et aucun frein au procureur russe qui a demandé la dissolution de l'association. Donc on n'est plus une filiale de Mémorial International, puisque Mémorial International a été dissous en décembre 2021, mais on est une des associations qui font partie de ce grand groupe à la fois défense des droits de l'homme et surtout, en ce qui nous concerne, donc, qui accomplit ce travail de restitution de la mémoire des violences soviétiques. Voilà, donc Luba est vice-présidente de cette association. Alors on commence, Luba, par Grossman, parce que c'est un continent, cet écrivain, oui. Cet écrivain soviétique majeur. Peut-être que tu nous rappelles, pour ceux qui le connaissent moins bien, qui est Grossman, très rapidement, puis après on reviendra sur cette actualité éditoriale. Alors c'est un peu difficile parce que c'est, comme tu le dis, c'est un continent, c'est une œuvre immense. Grossman est né en 1905, donc ça c'est pour le situer sur le plan historique. Il entre dans la littérature au cours des années 30, au début des années 30, à un moment où la littérature soviétique est déjà muselée par cette doctrine que l'on appelle le réalisme socialiste, c'est-à-dire où il existe déjà un canon pour la littérature soviétique. Et donc Grossman s'intègre à ce canon. Il est adoubé par Gorky, l'auteur phare du réalisme socialiste. Et ses premières œuvres portent entre autres sur... Alors dans les années 30, le thème majeur de la littérature soviétique, c'est le travail. C'est le genre le plus mis en valeur, c'est le roman industriel. Et donc Grossman va entrer dans la littérature, notamment à travers ce genre qui est d'autant plus naturel pour lui. Voilà, lui, à la différence des écrivains qui viennent du modernisme, qui doivent se restructurer, qui doivent se faire violence, lui, il n'a pas à se faire violence parce qu'il a une formation d'ingénieur. Il a travaillé dans les mines du Donbass, donc il est né à Odessa, dans l'actuelle Ukraine. Et du
du coup, il connaît vraiment très très bien. Encore une fois, l'establishment littéraire envoie les écrivains soviétiques faire des stages dans les usines et observer comment travaillent les ouvriers. Alors vous pensez bien que sont toujours des mises en scène, donc ils n'ont jamais accès à la véritable vie des écrivains, alors que Grossman, lui, la connaît vraiment très très bien. La véritable vie des ouvriers. Des ouvriers, pardon. Oui. Lui, il n'a pas besoin de ces stages. Il n'a pas besoin de ces stages. Il connaît de l'intérieur cette vie, la vie des mineurs, et donc un de ses premiers grands romans porte sur les mines du Donbass. Et progressivement, il va évoluer vers des genres de plus en plus monumentaux. Son œuvre majeure est liée à la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit d'un diptyque dont la première partie s'appelle Pour une juste cause et la seconde, Vie et destin. C'est peut-être le livre que vous connaissez. C'est en général le livre que l'on connaît le mieux en France parce qu'il a eu une résonance particulière, étant donné que ce livre-là, donc la deuxième partie du diptyque, a été confisqué par les autorités, par le KGB. Et on l'a cru pendant des années complètement détruit, disparu, puisque le KGB avait saisi tous les exemplaires du livre, enfin le livre n'était pas publié, donc a saisi tous les tapuscrits, tous les manuscrits, toutes les notes manuscrites et même les bandes des machines à écrire. Donc on a pensé pendant longtemps qu'il ne restait aucune trace de ce texte. D'ailleurs, Grossman en est mort d'une certaine façon, puisqu'il s'est éteint quelques années après d'un cancer qui manifestement le rongeait déjà à la suite de cette confiscation, qu'il a vécu vraiment comme une sorte d'amputation, de catastrophe majeure, puisque c'était le livre de sa vie. Donc Vie et destin a ressurgi miraculeusement en 1980, puisque des amis proches avaient gardé finalement le tapuscrit en prenant de très gros risques. Et l'un des tapuscrits, en fait il y en avait deux, l'un des tapuscrits est arrivé en Occident sous forme de microfilm en Suisse, et a été publié par l'éditeur suisse Vladimir Dmitrievitch, donc aux éditions L'Âge d'Homme, a été assez vite traduit en français et a bouleversé beaucoup de lecteurs. On n'était pas habitué à ce qu'un écrivain soviétique décrive la guerre de cette manière-là. Donc c'était un livre qui montrait une guerre absolument inédite. Et s'il a été confisqué, c'est parce qu'il y avait dans ce livre un propos inaudible pour les autorités soviétiques de l'époque et qui est toujours criminalisé aujourd'hui. Aujourd'hui, si on compare, à l'instar de Grossman, les répressions soviétiques avec la terreur nazie et les deux régimes, cette comparaison peut vous conduire en prison. Donc si Grossman était revenu, ça se serait très mal passé aujourd'hui aussi. Alors c'est une œuvre immense, on va essayer de s'y retrouver un petit peu parce que vous avez différentes façons de découvrir cette œuvre et vous avez toutes les nouvelles traductions à l'entrée de la librairie. Il y a une chose qui manque, mais parce qu'on la trouve ailleurs, c'est le livre noir, ce qui l'a aussi rendu célèbre. Il y a aussi, donc tu as parlé de Vie et destin, on va reparler dans un instant de Pour une juste cause. Moi j'ai je dirais pas une tendresse, mais je trouve que c'est un livre magnifique, c'est Tout passe, oui, qui est beaucoup plus court, ouais. Qui n'est pas un immense livre, donc si vous ne voulez pas plonger dans quelque chose qui fait des centaines de pages, Tout passe, c'est au contraire extrêmement dense et c'est sur un épisode très particulier puisque c'est sur la famine de 32-33. Oui, c'est un livre où il est question à la fois du goulag et de la famine en Ukraine. Ouais. C'est peut-être le livre le plus libre de Grossman parce qu'il l'a écrit là pour le coup en sachant très bien qu'il ne serait pas publié, alors que pour Vie et destin, il l'espérait encore. C'est un livre donc écrit pendant les dernières années de sa vie, sous une forme hybride, c'est-à-dire il y a à la fois de la fiction, des souvenirs, des passages qui sont presque comme des reportages, donc une forme très originale, très libre. Moi aussi, j'ai une très grande tendresse pour ce livre. C'est un livre absolument bouleversant et qui saisit le lecteur immédiatement, parce que Vie et destin, il faut avoir le temps, quoi. Il faut entrer dans quelque chose de beaucoup plus ample et de plus large. Quoi. Bon, on dit juste 2 mots du livre noir, peut-être pour rappeler ce qu'était le livre noir. Tu l'as dit, mais ça a été, je dirais pas un écrivain officiel, mais c'est quelqu'un qui a eu sa place dans les lettres soviétiques avant d'en être progressivement exclu finalement. En fait, Grossman, il s'était très bien adapté dans l'espace littéraire soviétique et c'était un auteur très connu qui jouissait des privilèges de l'écrivain soviétique parce qu'il faut voir que c'est un système dans lequel les écrivains touchaient, surtout quand ils étaient un peu connus, ils touchaient de très grosses avances, donc ce qui permettait de vivre sur un grand pied. Bon, ça ne les empêchait pas d'avoir des appartements dans un 2 pièces à plusieurs, mais ils pouvaient voyager, ils avaient droit à des
par exemple, à des villages de vacances, dans des endroits magnifiques, notamment en Crimée. Voilà, toutes sortes de privilèges. Et Grossman jouissait de ces privilèges. Et donc, il a pris le risque de perdre tout cela, puisque à partir du moment où Vie et Destin est confisqué, en fait, si le livre n'est pas publié, l'écrivain est obligé de rembourser l'avance. Donc il a dû affronter aussi, à la fin de sa vie, des difficultés matérielles. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait des traductions. Comme beaucoup d'écrivains soviétiques en disgrâce, ou qui craignaient la disgrâce, il s'est réfugié dans la traduction. Donc c'était effectivement un écrivain bien en vue. Il était reporter de guerre, hein, il a fait toute la guerre, notamment ce qui lui a permis d'ailleurs de parler de Stalingrad, puisqu'il y était, il a vraiment vu la guerre de très près. D'ailleurs, c'est un miracle qu'il en soit revenu, parce qu'il a été dans des endroits très dangereux, sous des tapis de bombes, dans des immeubles détruits. Il a été jusqu'à Berlin. Voilà, il était parmi les reporters de guerre les plus connus. Il travaillait pour le journal de l'armée, L'Étoile Rouge. L'autre journaliste le plus connu, c'était Reinbourg. Ces deux écrivains qui, en tant que juifs officiels, si on peut dire, ont été chargés de collecter des témoignages sur les exactions des Allemands sur le territoire soviétique contre les Juifs, sur l'extermination des Juifs en territoire soviétique et en Pologne. Ce travail collectif que Grossman a mené également pendant la guerre, donc ce livre a été publié en français en 1995, réédité plusieurs fois chez Actes Sud. Mais au moment où le livre était prêt, bon, je ne peux pas entrer dans les détails, mais c'est très bien expliqué dans la préface au livre noir. Et même sur Wikipédia, vous trouvez l'histoire du livre noir. Une fois le livre prêt, le vent avait tourné parce qu'en fait, Staline avait besoin d'un comité antifasciste juif qui plaide auprès des instances internationales et notamment auprès des institutions juives aux États-Unis et ailleurs dans les pays qui n'étaient pas directement touchés par la guerre pour aider l'Union soviétique. Donc ce comité était utile. Mais à partir de la victoire, en fait, le comité antifasciste juif était devenu gênant. Et à partir de 1948, mais les prémices étaient là déjà avant, commence une campagne antisémite qui se cache sous l'euphémisme de anticosmopolitisme. Et donc le livre noir est finalement défait. Hein, il est détruit et il ne paraîtra pas avant la disparition de l'Union soviétique. Et le comité antifasciste juif est démantelé et la plupart de ses membres fusillés. Grossman échappe à ce moment-là à la répression. Il passe entre les gouttes. Alors pour continuer sur cette entreprise éditoriale, donc en fait les principaux textes en français de Grossman ont été réédités par Kalman Levy. Donc Liuba a parlé de Vie et Destin, on a parlé de Tout passe. On a parlé, donc, alors le livre noir est à part. Il y a également, on le signale, tu l'as dit, il a été correspondant de guerre et ça a été un moment essentiel dans sa vie. Et donc il y a tout un livre qui s'appelle Les carnets de guerre de Moscou à Berlin, 41-45, que vous pouvez aussi trouver. Et puis il y a ce Pour une juste cause et celui que j'ai sur les genoux, là, Souvenirs et correspondance. Ce sont les deux livres que Liuba a traduits du russe, donc on va s'arrêter un petit peu sur ces deux-là. Alors Pour une juste cause, c'est une histoire incroyable parce qu'en fait ce livre, tu l'avais déjà traduit. Oui, j'avais traduit ce livre. En fait, on connaît Vie et Destin et on connaît très très peu la première partie, Pour une juste cause. Et si je puis dire, il y a des raisons pour qu'on s'intéresse davantage à Vie et Destin. C'est que Pour une juste cause, c'est la première partie qui a été écrite dans l'immédiate après-guerre et où Grossman ne s'émancipe pas encore véritablement des canons de la littérature soviétique. C'est-à-dire ça restait, je dirais. Ça restait encore un livre qui était intéressant pour les historiens de la littérature, qui était intéressant pour comprendre le cheminement de Grossman, parce qu'il y a quand même une sorte de rupture entre les deux, mais qu'il était peut-être moins pour les lecteurs. En fait, encore que, je connais des gens qui ont adoré ce livre, mais il y avait encore, par exemple, des grands chapitres sur une centrale électrique ou sur le travail à la mine. Il fallait entrer dans ce livre. Mais tu veux dire thématiquement, il était dans les canons soviétiques thématiquement ou aussi sur la forme? Est-ce qu'il était si éloigné que ça du fameux réalisme socialiste ou pas? En fait, on n'a jamais su ce que c'était que le réalisme socialiste, donc voilà. C'est compliqué de répondre. C'est vrai qu'on a toujours tendance à penser en termes de thème. Il n'y a pas de style du réaliste socialiste. Grossman a quand même aussi hérité de cette modernité qui a précédé sa génération, parce que le réalisme socialiste n'est pas non plus fait d'un bloc.
Et il y a beaucoup d'écrivains qui, avant de rejoindre l'establishment et d'essayer de survivre en faisant des textes qu'on attendait d'eux, ont fait des choses beaucoup plus audacieuses et beaucoup plus avant-gardistes, et qui ont recyclé en fait leurs expérimentations avant-gardistes dans ce nouveau courant, enfin c'est pas un courant d'ailleurs, avec cette nouvelle méthode de travail. C'est comme ça qu'on appelait le réalisme socialiste. Grossman a glané quelque chose de ça. Il y a par exemple des pages, même Pour une juste cause, qui se rapprochent de Platonov, qui est un écrivain vraiment d'avant-garde, on peut dire. Il est sorti en 2000 aux éditions de l'Âge d'Homme. Quand je l'ai traduit, je me souviens que j'avais des moments où vraiment j'étais extrêmement émue par ce livre et je le trouvais magnifique. Et d'autres moments où je me disais, si j'étais éditeur de ce livre, peut-être que ce chapitre, je le raccourcirais. Voilà. Et du coup, j'avais une sensation mitigée. D'ailleurs, au moment de la réédition, on m'a demandé de faire une préface pour une juste cause. Ou plutôt, l'éditeur m'a dit, est-ce qu'on peut reprendre votre préface de 2000 ? Et je dis, je vais la relire. Et puis, je l'ai relue. Et je me suis dit, mais comment ai-je pu écrire des horreurs pareilles ? Enfin, c'est pas possible. Et donc, explique-nous la différence. Et je crois que la différence, donc je l'ai entièrement reprise. Et en fait, je pense que dans cette préface trahissait une petite gêne à avoir traduit ce livre, parce que je le sentais encore un peu trop soviétique, et du coup, je renchérissais en essayant d'y trouver des choses qui n'y étaient peut-être pas. Mais alors, ce qui s'est passé, c'est que le traducteur anglais de Grossman a fait un travail absolument extraordinaire. Il a retrouvé dans les archives les 9 versions de ce livre. Et il a repris ces 9 versions, il les a comparées, et il a véritablement restitué tout ce qui a été supprimé par la censure. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est d'abord un document extraordinaire, parce qu'on voit comment la censure mutilait les œuvres, mais on voit aussi la censure vraiment à l'œuvre. On peut comprendre les mécanismes de la censure qui sont beaucoup plus complexes qu'on ne pense. Avec ces passages restitués, c'est aujourd'hui un autre livre. Parce qu'il suffit parfois de changer un mot pour que la phrase change de sens. Parfois, c'est des petites choses. C'est un cafard qui traverse la carte d'état-major au moment où on se prépare à l'offensive. Enfin, il y a les généraux qui sont là et il y a un cafard qui court sur la carte d'état-major. Alors évidemment, ce cafard a été coupé. Mais ça en dit tellement long. Parce qu'un cafard ne peut pas courir sur une carte d'état-major, c'est un... Non, ça ne va pas du tout. Parce que il faut que, je veux dire, la guerre qui est dans le discours russe, c'est la grande guerre patriotique. Attention, on n'a pas vécu le même événement, hein. Eux, ils ont vécu la grande guerre patriotique et pas la seconde guerre mondiale. Et donc, la grande guerre patriotique, elle est sacralisée. On le voit très bien aujourd'hui, mais c'était déjà le cas au début des années 50, lorsque Grossman travaillait sur ce livre. Donc, il n'est pas question de cafard. Hein. Alors en plus, il y a eu plusieurs éditions, c'est-à-dire qu'il y a une édition de 54 qui est juste après la mort de Staline, il y a eu une édition de 56, mais il y a eu une édition en 52 dans une revue encore du vivant de Staline. Et cette édition de 52, évidemment, on oblige Grossman, par exemple, à ajouter des passages à la gloire de Staline. Et puis en 54, il les enlève. Mais en 56, on l'oblige à enlever les apparitions de Staline, même là où il n'y a pas de raison de les enlever. Enfin, voilà. Donc c'est assez intéressant de voir. Alors un autre exemple, par exemple, il y a un général qui se trouve encerclé. À l'époque stalinienne, donc pendant la guerre, il était interdit de se laisser encercler. Il y avait même un terme, un kruženc, c'est-à-dire que si on a été dans un encerclement, on était passible de prison. Donc ce général tente de sortir de l'encerclement. Parce que le sous-entendu, c'est que si on a été encerclé, c'est qu'on a trahi. On est un traître. C'est ça. Bien sûr. Bon. Mais ce général, en plus, il doit sortir de l'encerclement et il n'a pas de boussole, mais il a une chèvre. Il attrape quelque part une chèvre. Il sait que la chèvre va le sortir. Beaucoup mieux que les quarts d'état-major, les boussoles et les soldats et tout ça. Et donc il arrive à sortir des marais avec ses soldats, guidés par une chèvre. Mais là, ça ne va pas du tout. Bon, donc voilà, c'est très, très anecdotique. Alors évidemment, il y a des choses beaucoup plus importantes, comme par exemple des conversations. C'est là qu'on trouve déjà Pour une juste cause ce propos sur la comparaison entre les deux régimes, le régime nazi et le régime soviétique. Et il y a par exemple à un moment un savant qui revient de la Tchécoslovaquie envahie par les Allemands, à un moment où l'Union soviétique est encore alliée de l'Allemagne, et qui raconte comment les savants ont été mis au pas
et comment les gens n'osent plus penser, n'osent même plus, ils ont même peur de penser, ils ont peur qu'on lise dans leurs pensées. Enfin, il y a une terreur totale, il raconte ça. Donc évidemment, ça a été coupé. Voilà. Et donc le livre prend complètement une autre dimension. Et aujourd'hui, il se rapproche beaucoup plus de Vie et Destin. Voilà, aujourd'hui, je peux le recommander. Parce qu'en fait, c'est dans Pour une juste cause qu'on rencontre pour la première fois tous les personnages de Vie et Destin. On apprend leurs histoires. Et ces histoires elles-mêmes, d'ailleurs, avaient été malmenées par la censure parce que, par exemple, il y a des personnages qui avaient vécu à l'étranger. Ça, évidemment, ça a été coupé. Donc, voilà, il y a une épaisseur aussi biographique que les personnages acquièrent dans cette nouvelle version. Donc en fait, cette nouvelle version, c'est la plus proche de celle que Grossman a écrite et de celle qu'il souhaitait au départ. De celle qu'il avait voulu. Oui, voilà, c'est ça. Donc, et est-ce que dans ta traduction, à 20 ans d'écart, tu as dans ta pratique, là, si on parle un petit peu de la traductrice que tu es, est-ce que dans ta pratique de la traduction, tu t'es vue évoluer sur ces 20 ans ? Oui, bien sûr, j'ai changé beaucoup de choses. D'abord parce que il y a 23 ans, c'est bête à dire, mais il n'y avait pas Internet. Il était beaucoup plus difficile de trouver certaines informations. Et voilà, donc j'ai bénéficié maintenant d'accès à des sources et à des informations que je n'avais pas à ce moment-là. J'ai corrigé quelques petites erreurs sur les bombardiers et les chasseurs. J'avais tendance J'avais tendance à confondre un peu. Non, et puis de manière générale, il y a des choses que j'ai changées. Oui. On a bien compris qu'il fallait pas faire ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire lire Vie et Destin et puis faire abstraction du précédent. Oui. Il faut commencer par Pour une juste cause et ensuite prendre Vie et Destin. Et l'autre livre que tu as traduit, qui là est complètement inédit, c'est Souvenirs et correspondances, qui est un livre très particulier, très très original. Alors je te laisse le présenter parce qu'en fait c'est une sorte de kaléidoscope un petit peu. Hein. Oui. Ce livre a été composé par le fils adoptif de Vassili Grossman. Et là, il faut peut-être expliquer un petit peu. Vassili Grossman tombe amoureux de la femme d'un de ses meilleurs amis, Olga Guber, qui a 2 enfants avec son mari et qui décide de quitter sa famille pour rejoindre Vassili Grossman. Donc voilà, drame évidemment dans la famille, dans les 2 familles d'ailleurs, parce que la mère de Grossman est catastrophée aussi par cette histoire. Sa mère qui périra, enfin petite parenthèse, dans le ghetto de Berdichev. Et quelques temps après, donc voilà, Olga quitte son mari et ses enfants. Elle ne les voit plus que de temps en temps, ce qui évidemment est un traumatisme pour les enfants. Et quelques temps plus tard, Guber, son ex-mari, se fait arrêter. Et il sera fusillé en 1937. Donc il se fait arrêter, il fait partie d'un groupe, on n'a pas le temps d'entrer dans les détails, mais c'est expliqué dans le livre, il fait partie d'un groupe littéraire qui a été décimé au moment des grandes purges en 37, 38. Et que fait Grossman à ce moment-là ? Il prend les enfants chez lui. Très vite après, la femme de Guber, enfin Olga, son ex-femme, alors qu'elle n'est plus avec Guber. Mais qu'elle est mariée avec Vassili Grossman, vous suivez, voilà. Se fait arrêter aussi en tant qu'épouse d'un ennemi du peuple. Parce que dans le système de la terreur soviétique, les membres de la famille étaient arrêtés aussi. En général, il y avait même un camp spécial pour les femmes d'ennemis du peuple. Et les enfants se retrouvaient à l'orphelinat lorsqu'il n'y avait personne pour les prendre. Et parfois même lorsqu'il y avait quelqu'un pour les prendre. Mais il fallait faire très vite, sinon ils se retrouvaient à l'orphelinat et on perdait leurs traces. Donc Olga se fait arrêter également. Et Grossman prend les enfants chez lui, officiellement, ce qui demandait un grand courage. Parce que récupérer les enfants de 2 ennemis du peuple, c'était quand même très risqué. Et ensuite, Olga est relâchée. Il y a un passage extrêmement émouvant où le petit Fyodor, à qui on n'a pas dit que sa mère était en prison, mais on lui a dit qu'elle était partie voir la famille en Sibérie, se réveille et voit sa robe de chambre. Et voilà, il comprend qu'elle est revenue. Donc il y a 2 enfants. Voilà, l'aîné des enfants meurt dans un accident absolument stupide. Donc Fyodor reste... voilà, finalement, il va vivre avec sa mère et Vassili Grossman toute sa vie. Il considère Grossman presque comme son père. Et donc, voilà, il restitue à la fois ses souvenirs à lui, mais aussi la correspondance de Vassili Grossman avec différentes personnes. D'abord avec Olga,
Ensuite, avec son père, avec le père de Grossman. Donc, il y a plusieurs lettres que Grossman adresse à son père ou reçoit de lui. Et puis, il y a des lettres extrêmement intéressantes qui concernent la vie littéraire, qui nous informent beaucoup sur la façon dont se déroulait la vie littéraire en Union soviétique. C'est un livre, de ce point de vue-là, très original par sa composition. Et moi, la question du coup que je me suis posée, c'est ce livre a été constitué quand ? Parce que toi, tu l'as traduit là, mais il a été constitué quand ? Il a été constitué, ça fait déjà un petit moment. Hein. D'ailleurs, l'auteur n'est plus de ce monde. Hein. Parce qu'il parle, à la fin, il parle de 2013, du moment ça, où le manuscrit, le fameux manuscrit de Vie et Destin est restitué à la famille. Voilà. Oui, donc ça fait une dizaine d'années. Parce que c'est vraiment finalement quelque chose d'assez personnel. C'est à la fois une biographie et en même temps, les sources qui composent cette biographie sont assez disparates parce qu'il y a plein de choses qui viennent d'endroits différents, mais la lecture est chronologique. Donc en fait, on découvre... Voilà, on a un petit peu réorganisé le livre parce que on s'y perdait un peu. Parce qu'en fait, lui, il l'avait organisé plutôt de manière thématique, c'est-à-dire les études, le mariage, l'université, les premiers textes, etc. Mais comme il ne respectait pas toujours cette organisation, la guerre prend évidemment beaucoup de place. Donc il y a quand même un canevas chronologique pour que le lecteur s'y retrouve, mais c'est une sorte de patchwork qui est composé effectivement à la fois de souvenirs personnels de Fyodor Gouber, et souvent très émotionnels, et de sources autres. Alors il fait une sélection dans les lettres, il a tendance à évidemment choisir les lettres les plus émouvantes ou qui peut-être glorifient le plus Grossman. Mais il livre ses ressentis. Il raconte aussi les problèmes de couple entre sa mère et Grossman. Ça vient plutôt à la fin. Donc c'est un livre pudique, très pudique. Et en même temps, on entre dans l'intimité de Grossman. Oui, parce que ça a été un des témoins les plus proches, finalement, de la vie de Grossman. Donc c'est aussi de ce point de vue-là que c'est un livre important. Et il a été témoin aussi de toute l'histoire de Vie et Destin, de la confiscation de Vie et Destin. Donc il raconte ça vraiment. C'est vraiment un récit de première main. Mais en même temps, il cite les documents, par exemple, lorsque Vie et Destin a été confisqué. Grossman a écrit aux plus hautes autorités du pays. Il a écrit à Nikita Khrouchtchev lui-même. Il écrit à Souslov, qui est le haut responsable du parti à la culture. Gouber cite tous ces documents. Et en plus, il a eu accès au dossier du KGB dans lequel on a toutes les notes des autorités, justement, les documents secrets sur les filatures, sur les conversations qui sont notées parce que l'appartement est mis sur écoute. Donc, les conversations de Grossman sont enregistrées et du coup, on a accès à tous ces documents qui montrent à quel point Grossman est surveillé. Et ce que les autorités craignent alors le plus, c'est que le livre soit transmis en Occident, puis qu'il paraisse à l'étranger. Et il faut l'empêcher par tous les moyens. C'est pour ça qu'il est confisqué. Parce que il considère que ce livre serait encore plus nuisible à l'image de l'Union soviétique que de le docteur Zhivago. Ce qui n'est pas peu dire. Ce qui n'est pas peu dire. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que voilà, ils pèsent le pour et le contre, parce qu'ils comprennent bien que cette histoire va s'ébruiter et qu'en Occident, on va jaser quand même sur la répression. Mais c'est quand même moins grave que si le livre traverse la frontière. L'écrivaine et traductrice Luba Jürgenson, lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche, le 9 juin 2023, autour de son travail de traduction de l'œuvre de Vassili Grossman et de la publication de son ouvrage « Quand nous nous sommes réveillés » chez Verdier. On va passer maintenant à la deuxième partie et à ton livre à toi, Luba, qui s'appelle « Quand nous nous sommes réveillés, nuit du 24 février 2022, invasion de l'Ukraine ». Il a été beaucoup de questions de guerre avec Vassili Grossman et dans ce livre, la guerre est au cœur de la réflexion de Luba. C'est aux éditions Verdier. Moi, j'ai lu ce livre qui m'a littéralement bouleversée. C'est ce que je disais tout à l'heure à Luba, parce que c'est un livre formidablement bien écrit et dans lequel, en fait, tu mêles beaucoup de souvenirs personnels. En fait, je pense que tu te dévoiles auprès du lecteur, ce qu'une traductrice fait rarement, finalement. Hein. Là, je n'écris pas en traductrice. Voilà, c'est vraiment toi qui prends la parole
parole. Et c'est un livre dont on sent que pour toi, il a été une nécessité. En fait, donc le 24 février, quand on a appris, et pourtant c'était pas vraiment une surprise, on savait que ça allait arriver. Enfin, on savait que ça allait arriver, mais il y a eu un effet de sidération que d'ailleurs j'ai partagé j'avais l'impression de partager avec plusieurs personnes de mon entourage, ce qui a créé une sorte de nous sidérés. C'était très étrange parce que quand on écrit, on est plutôt dans un jeu, enfin, on écrit avec un jeu. Et là, j'ai trouvé cette communauté de gens sidérés et moi, je n'arrivais plus à rien faire. J'avais l'impression qu'un ouragan était passé sur tout ce que j'étais en train de faire et que tout s'était arrêté au milieu d'une page, tous les textes que j'étais en train d'écrire. J'en parlais autour de moi, enfin, j'en parlais notamment à mes éditrices chez Verdier qui m'ont dit à un moment, tu arrêtes de tourner en rond et tu l'écris. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, c'est un livre vraiment écrit à chaud. J'ai conscience du fait qu'il n'aurait pas dû être écrit. En fait, j'aurais préféré ne pas l'avoir écrit, ne pas avoir à l'écrire. Donc c'est un drôle de livre dans mon histoire. Et c'est un livre qui vient aussi de l'oral en partie, parce que ce sont des choses que j'ai racontées, que j'ai confiées à des proches avant de les écrire. Mais c'est vrai qu'il est étrange, parce qu'il est à la fois très intime, en fait. C'est vrai que je me livre là comme rarement je l'ai fait, parce que c'est pas transposé là. C'est pas une fiction où je raconte mes histoires en les attribuant à des personnages. Je parle vraiment à la première personne. C'est très intime et en même temps, c'est pas que mon histoire. Enfin, c'est l'histoire. Oui, mais en même temps, il y a des moments extrêmement concrets, des situations, des souvenirs de toi, petite fille, puisqu'il faut peut-être, si vous ne le savez pas, Liuba a vécu en Union soviétique jusqu'à l'âge de, je ne sais pas, 17 ans presque. Voilà. Il y a toute l'histoire familiale qui a nourri des phrases, des situations, des souvenirs précis. Et c'est ça qui est formidable dans le livre, c'est qu'à la fois c'est très personnel et en même temps c'est nourri aussi évidemment d'une connaissance très fine et pour le coup scientifique aussi, pas simplement sensible, mais aussi scientifique de l'histoire de ce pays. Je voulais d'abord... En fait, ce livre a été dicté par une immense colère. J'éprouvais une immense colère, une rage, il fallait que je le dise. Et l'autre sentiment aussi intime, c'était la peur, qui s'explique peut-être moins, mais qui s'explique quand même, parce que ce qui s'est passé à ce moment-là, enfin moi je suis en France depuis bientôt 50 ans, là j'ai été rattrapée par mon enfance, par mon adolescence, par l'histoire du départ de l'Union soviétique. C'est venu par une sorte de sentiment géographique. J'ai senti la géographie de l'Europe comme quelque chose d'intime. Et j'étais attaquée dans cette intimité, j'étais attaquée dans mon corps. En fait, voilà, mon sentiment, c'était que nous étions attaqués. C'était pas que eux, ils étaient attaqués. Je le pense, ça, je l'assume. Je pense que nous sommes attaqués. Et c'est ça qui a provoqué aussi une sorte de peur qui avait... aussi une dimension peut-être irrationnelle qui tient à mon histoire, c'est-à-dire j'ai vraiment l'impression que j'ai fui ce pays et que maintenant ils me rattrapent, ils sont là de nouveau. Ils franchissent une frontière, la frontière d'un État souverain. Ils franchissent, c'est une violence inouïe, c'est une rupture civilisationnelle. Enfin, ça ne sera plus jamais comme avant. C'est ce que tu dis d'ailleurs, tu dis il y a un avant, il y a un après, et que le temps pour toi maintenant s'organise autrement finalement. Mais, j'ai senti cette frontière aussi comme une sorte de frontière temporelle. Et ce qui est très étrange, c'est de m'entendre dire, c'était avant la guerre, comme disait ma grand-mère quand elle parlait de la Seconde Guerre mondiale. Tu as des phrases qui sont magnifiques, j'en ai relevé juste quelques-unes. À un moment, tu dis « La guerre est un état normal des choses pour plusieurs générations de Russes ». Mais ça, c'est terrifiant quand même. Hein. Oui, c'est terrifiant. Mais oui. La guerre est permanente, enfin, c'est ce que tu ressens quand tu écris ce livre. C'est ce que je ressentais dans mon enfance, mais c'était un peu normal parce que la guerre s'était terminée. Moi, je suis née en 58, donc la guerre s'était terminée 13 ans auparavant. Mais moi, enfant, par exemple, je n'étais pas sûre qu'elle soit terminée parce qu'on en parlait comme si c'était... Ou alors elle s'était terminée hier, vraiment. Et puis quand j'étais à l'école, on nous apprenait à tirer, on nous apprenait à marcher au pas, on nous apprenait à porter un masque à gaz, on nous préparait à la guerre. Donc je suis partie en 75, je n'ai pas pu y aller pendant 13 ans. Au moment de la perestroïka, c'était un peu différent parce qu'il y avait d'autres enjeux, il y avait des ouvertures. Mais ensuite, cette obsession de la guerre est revenue. Dans les années Poutine, enfin je cite cette phrase, j'étais dans une administration quelconque où le garçon au guichet était un petit peu lent et j'entends l'homme à côté de moi dire « il faudrait une bonne guerre ». Et vous envoyez au front. Voilà, on s'est tous énervés à la poste ou je ne sais pas où, dans une administration.
je ne pense pas que ça viendrait à l'esprit immédiatement de dire il faut vous envoyer au front à la caissière qui est inefficace. Mais là, c'était naturel. C'est quelque chose qui est dans l'air. Et alors, le titre, moi, m'a beaucoup aussi interpellée quand nous nous sommes réveillés, parce qu'en fait, tu fais aussi un peu un retour en arrière en disant comment se fait-il que je n'ai pas vu ce qui arrivait ? Parce que quand tu dis, par exemple, tu te souviens maintenant, la fois où tu as atterri à Moscou, à l'aéroport, et pour la première fois, tu as réentendu « Bienvenue à Moscou, ville héros ». Alors ça aussi, c'est du langage soviétique. Tu vas nous expliquer ce que ça veut dire. J'ai eu ce sentiment aussi en te lisant, c'est-à-dire que la sidération, ça a été aussi la fin, pas d'un aveuglement, parce que tu savais, mais une sorte d'incapacité à voir effectivement ce vers quoi le régime poutinien emmenait non seulement la Russie, mais l'Ukraine et l'Europe et le monde. En fait, c'était des petits signes qui ne faisaient pas encore constellation, mais je crois que ce qui a empêché de sentir l'intensité de ce qui se préparait, c'est la dimension postmoderne de ces petits signes. C'est-à-dire, c'était comme un jeu, ça sonnait comme une citation. Bon, on se disait, ils ne savent plus quoi inventer, enfin, il n'y avait pas vraiment d'idéologie encore complètement élaborée comme aujourd'hui. Elle a mis du temps à s'élaborer et encore, il n'y a pas d'idéologie véritablement cohérente. Elle est très incohérente. Mais ces petits signes faisaient partie d'une sorte de jeu, de simulacre, de jeu postmoderne. Et cette nostalgie de l'Union soviétique, elle s'exprimait comme une sorte de nostalgie vintage. Un peu folklorique. Un peu comme la mode rétro. On entendait des chansons soviétiques, ça faisait rétro. Ou bien ce que tu cites à la fin des années 90, quand tu vas dans un bar qui est dans les caves de la Loubianka, par exemple. Alors ça m'avait quand même un peu choquée, je dois dire. J'aurais du mal à imaginer ça. Bon, je crois que dans un camp nazi, on aurait eu du mal, on n'aurait pas eu ça. Donc c'était des cabarets où on avait droit à une sorte de mise en scène de la terreur. Et les amis me disaient, mais tu te rends pas compte, tu vois, on en rit. Ouais, c'est ça. On trouve ça drôle. Donc, ça veut dire que nous avons surmonté ça. Et moi, je leur disais, mais vous n'avez rien surmonté parce qu'en fait, vous êtes passé de la négation, du négationnisme au jeu. Il manque un stade intermédiaire. Il manque la phase de réflexion, en fait, et d'élaboration. Voilà, et je pense que c'est ce passage-là, c'est-à-dire qu'on a fait l'économie d'une réflexion et d'une représentation, d'essayer de comprendre vraiment ce qui s'est passé. On est passé directement à cette espèce de jeu macabre. Ouais, parce que quand tu dis postmoderne, tu dis donc jeu, tu dis simulacre, tu dis aussi spectacle, mise en scène, et donc perte aussi de repères sur la frontière entre le vrai et le faux. Absolument. Entre la réalité et ce qui est parallèle. Absolument, c'est une sorte de brouillage. Ouais. Et pourtant, moi, j'ai travaillé sur des simulacres. Oui. C'est ça qui est absolument terrible. C'est ça qui est terrible. Et c'est pour ça aussi que j'étais tellement anéantie dans les premières semaines. C'est que je me disais, mais en fond, tout ce que je fais ne sert à rien. Parce que d'abord, ça ne me protège pas. J'ai travaillé sur les simulacres et sur la façon dont la terreur stalinienne était montée en spectacle. Parce que pendant qu'on arrêtait les gens la nuit, dans la journée, on avait le spectacle de la fête. Et j'ai travaillé beaucoup sur la mémoire et sur la façon dont les violences extrêmes court-circuitent la faculté de se représenter les choses et de les dire. Donc, je veux dire, j'ai travaillé sur la façon dont les témoins des grandes violences ont été privés, enfin, comment ils ont dû trouver des stratégies pour raconter leur rapport au réel. Et là, je me trouvais moi-même sidérée par ce réel, sans être même en première ligne. Enfin, et donc, je me disais, mais au fond, ce que je fais ne sert à rien. Donc ce livre m'a aidé aussi à me dire, bon, ça ne sert peut-être à rien, mais il faut continuer. Alors c'est un livre curieux, parce que c'est un livre qui permet vraiment de comprendre la guerre en Ukraine d'une autre façon, avec une vision qui est soviétique, mais qui est aussi française, parce que tu es vraiment complètement, on va dire, nourrie de ces deux cultures. Et c'est un livre qui est à la fois sensible et qui en même temps propose des analyses en fait quand même historiques très très claires, quoi. Donc c'est vraiment un livre, moi, qui m'a vraiment absolument et puis remarquablement écrit, vous verrez, il y a des formules extraordinaires. Et alors, pour continuer à parler du simulacre, etc., et ensuite je vous donne la parole, il y a quelque chose qui évidemment pour toi est
très très important, c'est la langue. À plusieurs reprises, tu parles de la langue et aussi de la façon dont la langue russe a été totalement détournée. Oui, parce que, moi je ne suis pas puriste. Je sais que les langues évoluent et qu'on est toujours ridicule à vouloir défendre le statu quo d'une langue. Mais ce qui s'est passé dans la langue russe, c'est qu'elle a été quand même très largement infestée par le lexique du goulag, puisque cette entreprise concentrationnaire a eu une longévité incroyable. Et donc c'est toute une sous-culture ou même plusieurs sous-cultures selon les décennies, qui a émergé dans le contexte des goulags. Et lorsque les camps ont été démantelés, pas tous d'ailleurs, il y en a qui fonctionnent encore, au fil des années, ces sous-cultures se sont diffusées dans la société. Pendant la période soviétique, il y avait une sorte de canon langagier qui était tenu par la radio, la télévision. C'est-à-dire que dans les cours, on parlait goulag, mais en goulagien, mais dans les institutions officielles, il y avait le haut style soviétique. Et tout ça s'est effondré, et donc la langue de la pègre a pénétré toutes les institutions. On l'entend chez les journalistes, on l'entend dans la classe politique, et Poutine, le premier, utilise un langage absolument ordurier. Est-ce que c'est que ordurier, ce langage de la pègre ? Est-ce que c'est uniquement une question Non, c'est pas... En fait, quand je dis ordurier, oui, c'était un peu une simplification. Non, en fait, c'est tout un langage codé ouais. Parce que la langue de la pègre, c'est une langue derrière laquelle il y a une immense violence, mais qui ne dit pas forcément la violence. Poutine, il aime bien parfois dire un mot qui déstabilise la personne polie en face. Les réaléas du goulag et la langue de la pègre se sont vraiment diffusée dans la société, puis aussi la langue administrative de l'institution pénitentiaire et concentrationnaire. C'est-à-dire on a des groupes rock qui se donnent des noms issus de l'histoire du goulag. Voilà, c'est quelque chose qui s'est banalisé. On ne sait plus d'où ça vient. On utilise ces mots sans savoir d'où ils viennent. Et moi, je me suis rendu compte d'ailleurs qu'enfant, il y avait des mots, tout enfant, il y avait des mots que j'utilisais et qui venaient en fait de cet univers-là. Alors il y a ça, il y a aussi la capacité de la langue russe, on va dire officielle, mais tu vas me corriger, à utiliser des euphémismes aussi, donc pour ne pas dire la violence, pour ne pas la donner à voir alors qu'en fait elle existe. Il y a aussi cette capacité à dire strictement le contraire de ce qu'on est en train de faire. Oui, alors les euphémismes, c'est ce qui caractérise tous les régimes de terreur, en fait. Alors, le fil avec Grossman, d'ailleurs, je le cite, est là parce que, effectivement, dans cette obsession par rapport à la grande guerre patriotique, maintenant, la parole autour de cette guerre patriotique peut être criminalisée. C'est-à-dire qu'on n'a plus le droit d'évoquer le pacte germano-soviétique. Enfin, on n'est pas très loin de remettre en question de nouveau la responsabilité du crime de Katyn, alors qu'il a été officiellement reconnu à plusieurs reprises. Et donc cette obsession qui permet de renverser les choses. Alors on a à la fois une sorte de continuité. Par exemple, quand Poutine a dit que l'Ukraine n'existait pas en tant qu'État, enfin que l'Ukraine n'existait pas, immédiatement ça fait tilt, ça rappelle le discours de Molotov à l'issue de l'invasion de la Pologne, qui est quand même aussi, je veux dire, il y a des territoires communs enfin ce sont toujours les mêmes territoires, hein, et ça on oublie. Voilà, il fallait quand même rappeler qu'une partie de l'Ukraine est devenue soviétique. Maintenant, quand on dit que l'Ukraine est russe, mais une partie de l'Ukraine est devenue soviétique à l'issue du pacte germano-soviétique, et ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Et donc, quand on entend que le Molotov, après avoir annexé une partie de la Pologne, annonce que la Pologne n'existe pas parce que c'est l'enfant monstrueux du traité de Versailles, on est quand même surpris par des arguments qui ont la vie longue. Je vous laisse la parole pour des questions, si vous voulez, soit sur Grossman, soit sur le livre de Liuba, ou des remarques simplement, pas forcément une question. Oui, bonsoir. J'ai lu votre livre. Quand on parle finalement de l'histoire soviétique ou de l'histoire russe, est-ce qu'on peut échapper au danger de l'essentialisation ? Parce que je pense à votre passage, par exemple, sur les violences faites aux femmes. On a l'impression que l'histoire est fondamentalement marquée par la violence qu'elle s'exerce contre tout le monde. Je comprends bien votre question et c'est une question que je me suis moi-même posée et je ne voudrais pas effectivement
donner l'impression que je suis dans un discours anti-russe ou que je suis en train de dire mais la Russie de tout temps, voilà, c'est que violence, etc. Bon, il y a des choses objectives, à savoir que le XXe siècle russo-soviétique, c'est quand même une succession de violences. Et ça, je crois qu'on ne peut pas faire abstraction de ça. Et ce n'est pas parce que les Russes sont pires que les autres, ou, voilà, mais c'est parce que ça ne peut pas ne pas laisser de traces sur la société. Et c'est une société, donc il y a d'abord eu quand même la brutalisation des sociétés après la Première Guerre mondiale a été étudiée par les historiens, et plusieurs s'accordent pour considérer que la Seconde Guerre mondiale a été une sorte de queue de comète encore plus violente de la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire que les sociétés ont intériorisé aussi une forme de violence qui a rejailli. Mais en Russie, c'est quelque chose qui a été encore beaucoup plus intense, parce qu'il y a eu la révolution, il y a eu la terreur, il y a eu la guerre civile, qui a été aussi un déferlement de violence, toujours sur ces mêmes territoires, sur ces terres de sang, comme les a appelés Timothy Snyder. Donc il y a aussi ces lieux palimpsestes sur lesquels déferlent à différentes époques des espèces de paroxysmes de violence. Donc il y a eu la guerre civile, la terreur rouge, la guerre civile, puis le stalinisme arrive juste après. Il y a la petite parenthèse de la NEP, et ensuite 25 ans de stalinisme, et en tout 70 ans de répression. On voit la différence entre les pays qui ont été soviétisés après la guerre et l'Union soviétique. Ce n'est pas la même profondeur de la violence. Donc je ne pense pas que ce soit anthropologique, que ce soit l'essence du peuple russe. D'ailleurs, je ne sais pas du tout ce que c'est que le peuple et l'essence des peuples. Enfin, justement, je me défends un peu j'essaie un peu de déconstruire ces clichés-là. Par exemple, l'âme russe. Voilà. Mais par contre, c'est sociologique. C'est comme ça que je vois les choses. Merci. D'autres remarques, questions ? Peut-être une dernière, Luba, par rapport justement à la question qui vient d'être posée et à ta réaction. Effectivement, c'est une question sociologique, mais c'est aussi une question historique. On va dire cette puissance de la violence au XXe siècle dans ce pays, qui a pu être étudiée, y compris par des scientifiques russes, pendant un certain temps, et qui a, à travers Mémorial, mais pas que Mémorial, différentes institutions, différents groupements, dans des collaborations étrangères, etc., et qui a sans doute aider quand même à une certaine prise de conscience. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose fondamentalement qui n'a jamais eu lieu en Union soviétique, en Russie et dans ces pays? C'est la justice. C'est qu'il n'y a jamais eu. Il n'y a jamais. Non, mais en fait, je voulais ajouter que par rapport à. Parce qu'on peut dire, mais les autres pays européens ont vécu aussi ces vagues de violence. Mais ce qui était particulier à la Russie, c'est qu'il n'y avait pas d'institution. C'est-à-dire que la Russie commençait tout juste à avoir une constitution. Elle sortait d'une monarchie. La Russie n'a pas eu le temps de construire des institutions auxquelles on peut se raccrocher, auxquelles on peut revenir après ces moments-là. Il n'y avait pas où revenir. Elle revenait chaque fois au chaos. Et puis, ce qui caractérise aussi peut-être la Russie, c'est que, à la différence des autres pays qui ont émergé après la dissolution des empires, à l'issue de la Première Guerre mondiale, la Russie, en fait, elle n'est jamais sortie d'empire. C'est-à-dire qu'elle n'a pas eu son projet national. Le nationalisme russe, en fait, c'est un nationalisme impérial, et la Russie n'a aucun projet russe. En fait, chaque fois, elle cherche à reconstituer un empire. Après la Première Guerre mondiale, elle a reconstitué un empire assez vite, et maintenant elle veut encore reconstituer un empire parce qu'elle n'a pas d'autres projets. Et je pense que, en fait, c'est assez facile de jouer sur les peurs que provoque cet état de choses, parce que n'ayant pas d'identité, on ne sait pas très bien ce que c'est que cette identité russe, à part dominer les autres. C'est-à-dire que soit c'est un projet eurasien, soit c'est le projet d'un empire sur la moitié de l'Europe. Mais qu'est-ce que c'est que d'être russe? Et en fait, on peut très facilement jouer sur cette indétermination pour faire croire aux gens qu'on veut les détruire, que les autres sont anti-russes. En fait, pour créer une sorte de paranoïa, rien de plus facile quand il n'y a pas quelque chose de solide sur quoi s'appuyer. Bien, et on va remercier Luba. Elle peut dédicacer, bien sûr, son livre. Merci beaucoup, Luba, et merci à vous. Merci beaucoup à tous.
Il s'agissait d'une rencontre avec Luba Jurgenson, traductrice de Vassili Grossman et autrice de Quand nous nous sommes réveillés aux éditions Verdier, lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche, vendredi 9 juin 2023. Luba Jurgenson a aussi fait paraître récemment Sortir de chez soi aux éditions La Contre-Allée. Réalisation et mise en onde de cette rencontre, Radio en partenariat avec Radio Plus et Radio Terre.